Quand le Gros Cas et les champs marins unissent leurs voix, ce mercredi, le port de pêche de Saint-François vibrait au rythme des traditions culturelles et maritimes. Locance à voile et vent, c'est le nom de la manifestation organisée par le CASC, un vrai moment de partage et de convivialité. Patrice Gonfier, Christian Danquin. Sur le port de Saint-François, les marins pêcheurs préparent le lambi au son du Gros Cas. Un lit en nage pour faire redécouvrir les chants de marins. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de l'anniversaire de l'inscription du Gros Cas à l'UNESCO. C'est la 11e année. Et donc nous avons fait le choix de mettre en valeur tous les PCI de la Guadeloupe et notamment les champs marins de Guadeloupe. De nombreux touristes sont attirés par la musique, dont un couple originaire de Fribourg en Suisse. Ils ont reconnu un air traditionnel de leur région. L'air, en tout cas, il est vraiment très ressemblant, ça. C'est vraiment très très ressemblant, ouais. Ça m'a frappé. On a chanté avec la mélodie. Et c'est un truc qu'on chante encore de nos jours maintenant, mais la fille du roi, je sais plus quoi, j'arrive pas non plus à me... Mais dès qu'on l'a entendu, on s'est dit, mais ça, c'est la même chose chez nous. On entend de moins en moins les chants de marins, un patrimoine culturel immatériel qui tend à se perdre et qu'une poignée de passionnés tente de faire vivre. Avant, les champs marins servaient uniquement, c'était des champs de bravoure, parce que les embarcations autrefois, c'était pas mécanisé. Donc c'était à l'aviron, c'était à la voile, donc il fallait de la force. Donc c'était pour dynamiser l'équipage, c'était pour donner du courage à l'équipage afin d'aller le plus loin possible et puis de garder de la force aussi pour retourner en fait. Anzala, grande figure du Gros Cas, a donné le tempo. Aujourd'hui, lui aussi souhaite que les chants de marins fassent partie du répertoire musical guadeloupéen, pour ne pas oublier cette tradition. Les gens qui voient ça il fait là peut-être là des marins puis c'est qui intéressé à chanter chansons marins. Samedi soir à Saint-François, une grande manifestation est prévue. Un beau cantage, une scène musicale pour mettre à l'honneur les chants de marins. Belle ambiance. Il est 19h30. Merci d'être au rendez-vous de l'information. Bonsoir à tous. À la une ce soir, le plan Orsec Volcan activé lors d'un exercice de simulation grandeur nature. Le centre opérationnel départemental a été mobilisé ce jour en vue d'anticiper un possible regain d'activité de la soufrière. Un aperçu de l'organisation dans ce journal. Situation toujours tendue au CHU. Plusieurs services sont mobilisés depuis 2 mois. Malgré une communication compliquée entre les parties, une rencontre s'est tenue hier. Cuba, à l'heure de la reconstruction, les stigmates de Mélissa sont toujours visibles. Certaines familles ont tout perdu, vous le verrez. Et puis un lit en nage de tradition, quand le Gros Cas et les champs marins unissent leurs voix. Ce mercredi, le port de pêche de Saint-François vibrait au rythme de la culture. Imaginez la Guadeloupe, particulièrement Saint-Claude, sous la menace d'une éruption volcanique. Un exercice de simulation est organisé jusqu'à demain avec les services de la préfecture en vue d'anticiper un tel événement. Le scénario, un séisme d'intensité 4 provoqué par un regain d'activité de la soufrière avec un centre opérationnel départemental activé par le préfet. Thierry Philippe. Exercice de simulation grandeur nature depuis 7 heures ce matin impliquant l'activité croissante de la soufrière. La commune de Saint-Claude est à ce stade la zone concernée dans cette fiction qui mobilise tous les services et organismes. L'objectif, anticiper un jeu de scénarios débouchant sur une phase éruptive du volcan. 3 niveaux de réponse. Une première réponse pour les habitants qui habitent juste sous la soufrière, simplement les habitants de Saint-Claude. Une deuxième réponse pour les habitants qui seraient impactés par le nuage de cendres. Et là, on est sur les 9 communes du sud de la Basse-Terre. Et puis, une troisième conséquence que nous allons travailler, c'est les conséquences en matière d'eau potable. Parce qu'ici, nous avons une caractéristique, c'est que l'ensemble de nos captages d'eau sont des captages superficiels. Pour assurer la sécurité de la population, le plan Orsec Volcan, organisation de la réponse de sécurité civile, expose 4 scénarios qui entraînent des actions adaptées et proportionnées. Le plan Orsec, c'est un plan générique pour gérer des crises.
Et effectivement, il a des annexes spécialisées pour qu'en fonction du problème, adapté, encore une fois, géographiquement, et adapté dans les réponses. Parce que des éruptions de gaz, de cendres, voire de magma, ce n'est pas la même chose qu'un cyclone. Donc il faut qu'on adapte les outils, les réponses et les capacités à faire. La municipalité de Saint-Claude, au centre du phénomène volcanique, s'investit aux côtés de l'État dans le cadre de l'organisation de son plan communal de sauvegarde, PCS. Pour une probable évacuation, dans le cadre de l'exercice, je le rappelle, de nos populations les plus, on va dire, dans un premier temps impactées, celles de Papaye, Matouba, Mort-Noël, Parnasse, pour leur évacuation vers la commune de jumelage qui est la commune de Bemao. Des cellules d'anticipation ont aussi été mises en place dans le cadre de cet exercice afin de prévoir le fonctionnement du territoire après évacuation de certaines parties. Comment les services publics continuent à fonctionner pour l'ensemble des Guadeloupéens à partir du moment où tous les sites auront été évacués. Est-ce qu'on n'aura pas des pertes de données au niveau des dossiers personnels tout simplement des citoyens auprès de n'importe quelle administration? Cette cellule d'anticipation qui est multiple est chargée de travailler en effet sur l'organisation du jour d'après, c'est-à-dire pendant 2 semaines, pendant 2 mois, pendant 3 mois. Cet exercice de simulation d'éruption volcanique s'inscrit dans le cadre des journées japonaises consacrées à la prévention des risques naturels et à la préparation face aux phénomènes telluriques. Elle se poursuit demain, cette fois sur le terrain. En bref, un homme de 50 ans a été percuté mortellement ce matin vers 4h32 sur la RN4, boulevard de la Riviera au Gosier. Il s'agit de Ralph Tancon, plus connu sous le nom de Ralphie Karaoké. Le conducteur en cause, en état d'ivresse présumé et sans permis, a pris la fuite avant d'être interpellé. Il est poursuivi pour homicide routier. En bref, toujours, le tribunal correctionnel de Basse-Terre a condamné un homme et une femme à 4 ans de prison ferme avec mandat de dépôt pour des faits d'agression sexuelle, corruption de mineurs, exhibition sexuelle et diffusion d'images pédopornographiques. Des faits commis entre 2022 et 2024 à Terre-de-Haut-les-Saintes. Les victimes, âgées de 3 à 12 ans, appartenaient au cercle familial. C'est un conflit qui dure depuis le 29 septembre, date de la mobilisation du service cardiologie. Où en sont les discussions dans le conflit du CHU? 3 services sont toujours impactés, la cardiologie, les brancardiers et la blanchisserie. Les négociations ont repris hier en vue d'une sortie de crise. Fabrice Fanfan, Ronnie Maletti. Direction, représentants du personnel, agents du brancardage et du bio-nettoyage. Environ 15 personnes se sont rencontrées ce mardi afin d'amorcer la sortie d'une crise qui a débuté le 29 septembre dernier. Les points d'achoppement sont multiples au sein du CHU, mais le principal sujet abordé hier concernait le temps de travail quotidien des agents qui souhaitent passer de 7 à 8 heures afin de générer davantage de temps de récupération. La direction a fait un pas vers le syndicat en proposant un passage en 7h30, donc une augmentation quotidienne de 30 minutes qui tient compte à la fois de nos contraintes actuelles, mais aussi de ce qu'il est possible de faire en termes d'organisation du travail. Nous avons transmis cette proposition aux représentants du personnel en espérant vivement qu'il y sera donné suite à mesure où nous ne serons pas en mesure de proposer davantage. Côté syndicat, les choses sont plutôt claires. Non, nous ne pouvons pas accepter cette idée-là parce que nous voulons rester si base à accord local là qui est de 8 heures de temps. D'accord? C'est ça, et pas autre chose. En cas répété, il a violé un accord local existant sans discuter avec l'organisation syndicale là. Dans la réglementation, c'est là. Nous avons cisé, nous avons discuté, nous avons qui gens nous peut améliorer les choses, organiser les choses. Une autre source de crispation concerne la mutualisation des services, particulièrement cardiologie et neurologie. Pourtant, du côté de la direction, il n'y a pas de doute sur l'efficacité du principe. Partout où je suis passée, où mutualisation il y a eu, ça a été une plus-value pour tout le monde, y compris pour les patients, en termes de qualité de prise en charge et d'amélioration des compétences de tout à chacun. Pneumologie avec post-urgence, néphrologie avec endocrinologie, neurochirurgie et ORL avec ophtalmologie, des regroupements inévitables compte tenu de la disposition du nouveau CHU, un fonctionnement par pôle qui, selon la commission médicale, ne concernera cependant que les personnels paramédicaux. Pour arriver là, ça passe par des programmes de formation qui ont été prévus donc avec la direction des soins, c'est-à-dire qu'il y a des formations prévues sur des pathologies, mais des formations prévues également sur des actes techniques.
spécifiques. Ça permet d'être sûr d'avoir en fait le pool infirmier suffisant pour pouvoir gérer tous ces patients. D'autres rencontres entre les différentes parties sont prévues dans les prochains jours afin de poursuivre les débats. Direction Paris où les discussions sur le budget outre-mer sont au point mort. Il n'est toujours pas examiné par les deux chambres parlementaires. Sera-t-il voté ou pas? Le gouvernement envisage une coupe de 800 millions d'euros par rapport à 2025. Alors à quoi faut-il s'attendre? La réponse avec Laïd Beritane. Il est aux côtés de Christian Baptiste. Comment voyez-vous justement la porte de sortie? Alors on parle de la mission Outre-mer, mais la mission Outre-mer pèse peu au regard du budget de l'État. Comment vous voyez les choses sur un plan purement politique? Moi, en tant que rapporteur au niveau du Palais Bourbon, des députés, j'ai adressé le rapport que je devais présenter pour la deuxième partie, mais que je ne peux pas parce que la première partie n'a pas été votée, que je devais présenter en séance. Ensuite, l'ensemble des amendements, de mes amendements qui ont été adoptés, je l'ai aussi adressé à l'ensemble des collègues ultramarins qui sont sénateurs, pour qu'ils puissent représenter ces amendements, pour leur inspirer. Donc nous attendons, malheureusement, parce que l'examen va commencer au niveau du Sénat la semaine prochaine, peut-être qu'on n'aura pas le temps d'échanger, de se rencontrer, vu les agendas, mais j'ai envoyé mon rapport en tant que rapporteur, mais aussi tous les amendements qui ont été adoptés pour qu'ils puissent s'en inspirer et puis que le Sénat comprenne bien ce que nous avons proposé et ce qui a été décidé, qui a été accepté d'ailleurs, quasiment à l'unanimité, que ce soit en commission ou que ce soit au niveau, sur la première partie en tout cas, au niveau de l'hémicycle, eh bien que ces dispositifs soient maintenus, car le Sénat aura cette grosse responsabilité, grande responsabilité, risque d'avoir un budget tout aussi déshumanisé qui nous a été présenté par le gouvernement Bayrou. Merci. C'est moi qui vous remercie. L'activité économique de l'archipel est au ralenti au troisième trimestre 2025, selon une enquête de l'IEDOM menée auprès de 150 dirigeants. Le moral des chefs d'entreprise accuse une baisse notable, la conséquence d'un ralentissement de l'activité dans plusieurs secteurs clés, dont le BTP et le commerce. Les explications de François Gros, directeur de l'IEDOM, au micro de Jean-Marie Mavounzi. Les perspectives pour le prochain trimestre sont plutôt bonnes. Les chefs d'entreprise nous disent qu'ils attendent, notamment dans le tourisme, un bon niveau de fréquentation, une reprise de la haute saison, un redémarrage de la saison, plutôt positif. Sur le commerce, le pouvoir d'achat globalement s'est maintenu, même si on a eu un peu de destruction d'emplois, c'est maintenu parce que l'inflation est maîtrisée et il y a eu des hausses de salaire supérieures à l'inflation. Donc le pouvoir d'achat s'est maintenu. Il faut recréer la confiance pour qu'il s'oriente vers la consommation plus que vers l'épargne. La sensibilisation aux violences faites aux femmes dans l'éducation. Pour la journée nationale, écoliers, lycéens, étudiants se sont retrouvés au Camp Jacob à Saint-Claude en présence de la championne d'Europe et vice-championne du monde de Jiu-Jitsu, Anaé Héron. Une rencontre intergénérationnelle pour mieux sensibiliser sur cette problématique. Thierry Philippe. Face aux violences faites aux femmes, il y a l'indispensable sensibilisation en direction des jeunes comme Wilda ou encore Alan. Il faut changer les mentalités. La parole des étudiants présents à cette rencontre intergénérationnelle le rappelle avec force. Seule une prise de conscience collective peut placer le respect et l'empathie au cœur du combat. C'est pas une bonne chose, de la violence faite aux femmes. Et on apprend aussi comment se défendre pour si jamais quelqu'un nous attaque. On a regardé un court-métrage justement sur les violences subies par les femmes, qui peuvent être diverses et variées, notamment des cas d'agression, dans des espaces clos, également parler des procédures à suivre face à ces agressions. Championne de France, d'Europe et vice-championne du monde de Jiu-Jitsu, Anaé Héron, marraine de la manifestation, met sa voix et son parcours au service de la lutte contre les violences faites aux femmes. Entre maîtrise de soi, discipline et engagement, elle rappelle la force du sport comme outil d'émancipation. Pour moi, c'est assez triste quand même qu'il y a des femmes qui se font frapper, qui se font insulter par leur conjoint, par leur mari.
Le stand de l'association Solidarité Femmes de Guadeloupe a rappelé l'urgence d'éduquer, d'informer et de protéger, le but étant de faire reculer ces violences et faire grandir le respect. C'est vrai qu'on dit que la parole s'est libérée, on en parle davantage, mais ce matin encore j'ai entendu que c'est encore assez prégnant, la violence est encore assez prégnante en Guadeloupe. Dans Self-Défense, STEP, psychologue, police, dragesse, plusieurs ateliers ont été pensés pour sensibiliser, informer, accompagner et orienter ceux qui en ont besoin. Les ateliers sont là pour travailler dans la mixité, justement, parce qu'on parle aussi de toutes les violences faites aux femmes, des violences sexistes et sexuelles dans le sport. Donc travailler ensemble, filles, garçons, se respecter des règles, pour une harmonie, pour des liens sociaux solides. De la sensibilisation des plus jeunes à l'engagement de sportifs, associations et institutions, cette journée met en relief l'urgence de lutter ensemble contre tout type de violences faites aux femmes. Entre ateliers, échanges et messages de prévention, chaque voix compte pour briser les tabous, protéger les victimes et bâtir une société plus respectueuse, égalitaire. C'est un parasite qui se nourrit de la sève des végétaux en Martinique. La cicadelle verte, un insecte invasif, sème la terreur depuis un an dans les plantations. Au Vauclin, un agriculteur impuissant voit aujourd'hui sa plantation de gombo entièrement ravagée. Camille Monnier, Thierry Saucan. À coups de coutelas, les pieds de gombo sont sectionnés un par un pour être brûlés. Seule solution trouvée par cet agriculteur pour protéger sa plantation après plusieurs constats alarmants. Vous pouvez constater qu'il n'y a plus de floraison. La plante est fragile, elle se casse, même à la main. Ensuite, les gombos qui sont là, ils sont déjà durs, même s'ils se cassent, ils ne sont plus bons. 600 pieds sont concernés, aucun fruit ne sera récolté, les 3 000 € espérés de la vente perdus. Ça s'est passé en une semaine. Donc ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. La cause serait cet insecte, la cicadelle verte, repérée pour la première fois par la Frédon Martinique, la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles, il y a un an, dans une plantation de gombo au François et au Vauclin. L'insecte invasif est responsable de destruction massive de plantations de coton en Asie et en Afrique. Le gombo est de la même famille botanique comme la groseille pays. Cet agriculteur vient d'en planter 3000 m². Le fameux yin-yin, là, on le retrouve. Il regrette ne pas avoir été averti de la situation, comme cet eurodéputé venu constater les dégâts. Quand ça fait un an qu'un ravageur est sur le territoire et qu'il n'y a aucune communication faite pour avertir les agriculteurs qui doivent prendre des précautions, qui vont peut-être investir moins ou investir différemment pour ne pas perdre leur investissement, parce que c'est un métier très difficile, très compliqué, et donc il faut les accompagner. Et il y a des gens qui payent des impôts et qui doivent avoir un service en retour. Mardi prochain, le CIRAD devrait se rendre sur place pour confirmer la présence de l'insecte. En attendant, cet agriculteur certifié bio continue d'arracher toutes ses parcelles infestées. Notre volet Caraïbes nous conduit ce soir à Cuba. Un mois après l'ouragan Melissa, l'île tente de se relever tant bien que mal. Les dégâts matériels sont considérables, surtout à l'est du pays. Certaines familles ont tout perdu. Il faut donc tout reconstruire. Kelly Pujard. Moraima Lopez a engagé une course contre la montre. Le toit de sa maison est endommagé et pour le réparer, cette Cubaine bénéficie d'un don du gouvernement. Ils m'ont donné 23 tôles ondulées, mais il en faut 49 pour toute la maison. Il nous en manque 25, mais on va voir. Malgré cette faible quantité de matériaux, un groupe de bénévoles s'affaire. Grâce à la solidarité et au système D, ils viennent en aide aux sinistrés dont le toit de la maison a été emporté par des vents violents de l'ouragan Melissa. Nous avons reconstruit 4 maisons, dont une à partir de rien. Aujourd'hui, nous en avons fait 2. Demain, nous en ferons 2 autres. La paroisse de Notre-Dame de la Charité a mobilisé ses bénévoles. Même si beaucoup reste à faire pour retrouver un semblant de normalité, leurs efforts mettent du baume au cœur à ceux qui ont tout perdu. Quand je me suis réveillée, j'ai vu ma maison. Je n'avais plus d'endroit où vivre, nulle part où aller. J'ai cru devenir folle, parce que j'ai 2 enfants qui sont dans une école spécialisée dédiée à ceux qui ont des besoins particuliers. Je suis nerveuse, je deviens folle, parce que je n'ai rien, je n'ai nulle part où aller, je n'ai rien.
Dans cette localité de la province de Santiago de Cuba, l'eau coule de nouveau au robinet. Mais faute d'électricité dans la moitié des foyers, la cuisson des repas se fait encore au charbon de bois. Dans d'autres régions, des familles vivent sous des tentes. Comme 735 000 Cubains, elles avaient été évacuées par les autorités. Dans un pays déjà affaibli par une grave crise économique et des pénuries chroniques, 150 000 habitations ont été endommagées. Selon l'ONU, quelques 50 000 personnes n'ont toujours pas regagné leur maison. Direction l'Hexagone pour la première édition des Afro Excellence Awards. C'était ce week-end à Lyon dans le cadre du Salon Beauté Sélection, un événement dédié à la diversité des cheveux crépus, frisés et bouclés. Une véritable célébration de la culture afro dans sa multiplicité. Nathalie Sarfati, Mourad Bouretima. Des tresses et de l'art capillaire sur cheveux afro au Salon Beauté Sélection de Lyon, c'est inédit. C'est notre place aussi, on a le droit d'avoir nos cheveux crépus, bouclés et frisés dans un lieu comme celui-ci. Muriel Kabil est à l'initiative du premier concours Afro Excellence. Aujourd'hui, on essaye d'élever la haute coiffure afro, ce qui n'existe pas, puisque nous sommes au centre de la haute coiffure française. Et là, on vient montrer nos savoir-faire, nos technicités. Et ça me fait plaisir, parce qu'avant, j'étais quasiment toute seule sur le terrain. Et là, je vois que ça commence à s'étendre. 11 candidates ont pu montrer toute leur créativité. C'est le cas de Candy, venue spécialement de Martinique, mais aussi de Jenny, toutes les deux concours dans la catégorie tressage. J'avais envie d'exprimer ma créativité et de montrer qu'on pouvait faire quelque chose d'extraordinaire avec des tresses, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'elles ne savent pas se coiffer. Et là, on veut leur prouver qu'on peut faire ce qu'on veut, quelque chose de chic, d'élégant. Je me suis dit, c'est un défi et aussi c'est une opportunité en or pour moi de sortir du standard de la coiffure. Le choix s'annonce difficile pour le jury de professionnels. Ce qui compte pour moi, c'est le détail, le sens du détail, la propreté, la netteté et le tressage. Les candidates ont sculpté le cheveu pour en faire des œuvres impressionnantes. Les coiffures sont modelées pour construire des messages. Alors moi, j'ai voulu représenter, mettre en avant la culture du Kikongo avec les masques africains. Je ne suis pas congolaise, mais je trouvais ça intéressant de le mettre en avant. De part avec aussi ce qui se passe là-bas, le génocide congolais. Donc c'est important, je trouve, d'en parler même dans l'art. La Réunion et son volcan, la femme africaine, l'Égypte, les coiffeuses ont débordé d'imagination. En attendant les résultats, le public a pu assister à des masterclass. Au-delà du concours, il y a toute la problématique de la formation des coiffeurs. Le cheveu crépus frisé n'est pas intégré dans le cursus classique. Donc comment fait-on pour avoir cette connaissance? Aujourd'hui, de plus en plus, et j'en fais partie, il existe des formateurs, des formatrices qui délivrent ce savoir pour les professionnels. Pour Muriel Kabil, créatrice du concept de design air couture, qui a toujours œuvré pour valoriser le cheveu afro, c'est une belle réussite. Le jury a récompensé Kessia Aounou pour le tressage et Joelma Santos du Brésil pour la sculpture capillaire. L'émotion est grande, j'ai apprécié. Elle mettait en avant les princesses d'Afrique. Quand le Gros-Cas et les champs marins unissent leurs voix, ce mercredi, le port de pêche de Saint-François vibrait au rythme des traditions culturelles et maritimes. Locance à voile et vent, c'est le nom de la manifestation organisée par le CASC, un vrai moment de partage et de convivialité. Patrice Gonfier, Christian Danquin. Sur le port de Saint-François, les marins-pêcheurs préparent le lambi au son du Gros-Cas. Un lit en nage pour faire redécouvrir les chants de marins. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de l'anniversaire de l'inscription du Gros-Cas à l'UNESCO. C'est la 11e année. Et donc nous avons fait le choix de mettre en valeur tous les PCI de la Guadeloupe et notamment les champs marins de Guadeloupe. De nombreux touristes sont attirés par la musique, dont un couple originaire de Fribourg en Suisse. Ils ont reconnu un air traditionnel de leur région. L'air, en tout cas, il est vraiment très ressemblant, ça. C'est vraiment très, très ressemblant, ouais. Ça m'a frappé. On a chanté avec. La mélodie.
Et c'est un truc qu'on chante encore de nos jours maintenant, mais la fille du roi, je sais plus quoi, j'arrive pas non plus à me... Mais dès qu'on l'a entendu, on s'est dit, mais ça, c'est la même chose chez nous. On entend de moins en moins les chants de marins, un patrimoine culturel immatériel qui tend à se perdre et qu'une poignée de passionnés tente de faire vivre. Avant, les chants marins servaient uniquement, c'était des chants de bravoure, parce que les embarcations autrefois, c'était pas mécanisé. Donc c'était à l'aviron, c'était à la voile, donc il fallait de la force. Donc c'était pour dynamiser l'équipage, c'était pour donner du courage à l'équipage afin d'aller le plus loin possible et puis de garder de la force aussi pour retourner en fait. Anzala, grande figure du Gros-Cas, a donné le tempo. Aujourd'hui, lui aussi souhaite que les chants de marins fassent partie du répertoire musical guadeloupéen, pour ne pas oublier cette tradition. Et ça il fait là peut-être des marins puis c'est qui intéressé à chanter chansons marins. Samedi soir à Saint-François, une grande manifestation est prévue, un beau cantage, une scène musicale pour mettre à l'honneur les chants de marins. Belle ambiance. Ainsi s'achève votre édition régionale. Merci de l'avoir suivi. L'information revient demain, 5h la matinale. Florence Péroumal. À la mi-journée, vous serez avec Eddy Golapcan. On se retrouve quant à nous dès 19h pour les titres de l'édition régionale. Merci de votre fidélité. Tout de suite, c'est Claude Danican pour le Journal Créole. À demain. L'info continue sur guadeloupe.lapremière.fr.